Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre. Alors, la petite enfance, et c'est le titre de cette table ronde, c'est pour nous tous un grand sujet. C'est aussi une priorité et des responsabilités que nous partageons. C'est l'objet de l'échange et de la discussion qu'on avait envie d'engager avec vous quatre autour de cette table ronde et de croiser les regards entre, d'une part, une vision de l'éveil artistique et culturel en matière de politique publique, une vision qui est portée conjointement par deux ministères, on l'a dit, et Pierre Vogler l'a dit tout à l'heure en introduction, que sont le ministère de la Culture, et donc Aurélie Le Sceau représente en tant que chargée de mission éveil et éducation artistique, petite enfance et famille, aujourd'hui le ministère de la Culture. Jean-François Pierre, merci également d'être présent. Vous représentez le ministère des Solidarités et de la Santé et vous êtes adjoint à la chef du bureau des familles et de la parentalité. Merci à vous deux, c'est effectivement symboliquement et extrêmement important pour nous de vous avoir tous les deux autour de cette table. Nous n'imaginions pas organiser un colloque autour de la musique et de la petite enfance sans inviter évidemment l'association Enfance et Musique. L'association Enfance et Musique est pionnière en matière d'éveil artistique et culturel. Elle œuvre depuis de très nombreuses années, très exactement depuis 1981, si je ne dis pas d'erreur, sur ce sujet de la musique, de la toute petite enfance et assez largement de l'éveil artistique et culturel. Vous êtes à la croisée de l'action culturelle et de la création artistique, de l'action sociale, de l'éducation populaire. Marc Caillard, qui est à mes côtés, vous êtes le président et le fondateur de cette association. Julie Nanex-Laforgerie, vous en êtes la coordinatrice générale. Merci à vous deux. Et on a eu aussi beaucoup d'échanges ensemble pour préparer ce colloque. Je crois qu'on partage aussi beaucoup de choses communes et des valeurs. C'était important pour nous aussi de croiser cette vision en matière de politique publique avec votre regard, votre expertise, votre expérience de terrain et tout le recul que vous avez sur le sujet. Donc c'est un peu l'objet de ce dialogue que nous allons engager ensemble, si vous en êtes d'accord. Je vous propose d'ouvrir cette discussion autour d'un premier sujet. On parle depuis tout à l'heure de ce terme d'éveil artistique et culturel. Et je vous propose que nous en fassions collectivement une définition. C'est un terme qui est rentré aujourd'hui dans l'usage courant. C'est un terme que nous allons employer évidemment à maintes reprises dans ce colloque. Mais de quoi parlons-nous ? De quoi s'agit-il ? Quel est le sens de ces mots, éveil artistique et culturel ? Ce terme qui recouvre une multiplicité de projets, d'initiatives, d'acteurs. Je vous propose, si vous le voulez bien, que nous d'en définir le contenu et puis de nous dire aussi en quoi, selon vous, l'éveil artistique et culturel est d'une part un enjeu sociétal, mais aussi une priorité en matière de politique publique. La parole est à vous. Julie ? Alors oui, au niveau sur l'éveil artistique et culturel, moi la première chose qui me semble importante, c'est vraiment l'idée que l'éveil, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'un enfant va s'éveiller, il va avoir une grande soif de découvrir, mais que c'est aussi tout le rôle en fait des adultes qui l'entourent, de vraiment aussi l'amener, l'éveiller aussi. C'est vraiment cette idée de double sens et c'est quelque chose qu'on relie souvent en fait à ce trio qui est indispensable du côté de l'éveil culturel et artistique comme du côté de tout ce qui se passe pour le tout petit en général. C'est vraiment le trio entre le tout petit, le parent ou les parents et tous les professionnels qui l'entourent, que ce soit en fait du côté de la culture, de la petite enfance. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble assez important. Merci bien. Aurélie ? Oui, alors l'éveil artistique et culturel, pour nous, avant tout, c'est un temps partagé. C'est vraiment la question de... Voilà, c'est un moment où on se pose ensemble pour partager quelque chose autour des arts et de la culture. Voilà, on dit souvent, voilà, avec le livre, le parent ou l'accompagnant prend ce temps de lecture et partage quelque chose. Les artistes le mentionnent aussi régulièrement, c'est-à-dire que les tout petits, pour eux, sont le public le plus
difficile, pas difficile, mais plus complexe en fait, parce que la question de la transmission et du partage autour des arts se fait à travers une mobilisation de tous les sens. Du tout petit, et que lorsqu'un artiste en fait partage un moment avec les enfants, c'est un temps très spécifique où la transmission elle doit être tenue constamment, et c'est dans ce partage de propositions qui mobilisent tous les sens qu'on arrive à nourrir en fait aussi l'enfant, l'accompagner dans son développement, et la question évidente de comment l'émerveillement provoqué par l'art permet à l'enfant de se construire, d'avoir un regard sur le monde, et surtout évidemment de construire un lien avec ses parents, sa famille, avec les accompagnants. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui se construit à un moment donné où on se pose pour partager quelque chose. Voilà, pour moi c'est ça l'éveil, et c'est essentiel vraiment de reprendre aussi ce qu'a pu développer Sophie Marinopoulos, cette question de nourriture intérieure, et de la question de l'enjeu évident de la santé culturelle aujourd'hui, et on y reviendra sur la question de l'enjeu sociétal politique après, mais voilà, c'était cette notion que je voulais développer. Merci beaucoup. Marc, je crois que vous voulez intervenir, c'est tout. Oui, ça marche là, oui, c'est bon. Oui, alors forcément, je vais me situer un petit peu dans l'histoire aussi pour dire que les choses qui nous paraissent évidentes ne l'ont pas toujours été. Et que c'est intéressant aussi de se dire que comme elles n'ont pas toujours été, on en parle comme ça maintenant. Et moi, d'une certaine manière, je pense qu'il faudra aussi continuer de faire évoluer ce terme et de se poser la question, qu'est-ce qu'on fabrique autour de l'éveil artistique et culturel? Quel est le projet? Projet de société, projet culturel, projet politique? Alors juste rappeler très rapidement, parce que vous êtes aujourd'hui les acteurs dans votre diversité, professionnels de l'enfance, artistes, bibliothécaires, personnel de la santé, évidemment sans doute beaucoup moins de parents parce que c'est un colloque professionnel, mais ils devraient entre guillemets être là, et ils sont là avec vous et avec nous. Donc rappelez aussi que pour ce qui est de la petite enfance, moi j'ai commencé en tant que musicien autour de l'École nationale de musique de Romainville, et en intervenant d'une certaine manière, il fallait presque se cacher à l'époque, parce que dans les crèches, les crèches s'ouvraient, je dirais même pas à la culture, à l'éveil. Alors on parlait d'éveil du tout petit, on parlait d'éveil psychomoteur, on parlait d'éveil aux 5 sens, l'éveil au langage évidemment, l'importance des interactions précoces dans le développement de l'enfant, la qualité de l'accueil, le soutien à la parentalité. Vous voyez, c'est tout ce mouvement dans lequel l'éveil est passé et est devenu un sujet, un objet de travail pour les adultes qui s'interrogent sur la transmission finalement au bébé. Et quoi, comment, avec qui, pourquoi on veut transmettre quelque chose. Alors, se rappeler aussi que la transmission, entre 3 mois et 2 ans, le bébé, nos enfants apprennent à parler sans qu'on les éveille. Donc, d'une certaine manière, le fait même qu'on ait créé cet objet éveil artistique et culturel nous fait penser à quelque chose, alors moi je dirais presque quelque chose par défaut, quelque chose qui manque. Puisque l'évolution des crèches, ça a été aussi le constat des carences affectives, du fait que l'enfant était avant tout soigné, préservé de la maladie ou de la mortalité infantile. Il y a une histoire, et puis qu'on s'est rendu compte que ça avait des effets positifs, la survie des enfants de manière beaucoup plus massive, et puis de l'autre côté, des problèmes, des difficultés, des carences affectives, des difficultés dans la communication, des décalages de langage, l'hospitalisme, etc. Et alors du côté des artistes, moi je dirais en tant que musicien, puisque c'est un rendez-vous musique et petite enfance, et enfance et musique ça ressemble un petit peu, hein, eh bien c'est l'arrivée des classes d'éveil qui finalement, pour moi dans mon histoire de professeur de musique là, hein, ou de musicien intervenant des années 70, eh bien de rencontrer des enfants, et des très jeunes enfants à l'école maternelle pour ce qui est de mon expérience, qui justement, tout d'un coup, on va dire chantent faux. Mais dans une culture traditionnelle, ça n'existe pas de chanter faux. On chante juste comme on parle. On a accès au langage au pluriel, et musique et danse traditionnelle se vivent, et donc on porte les enfants, on danse avec, on chante avec, et donc ils chantent juste, et ils ont le sens du rythme et de la pulsation. Donc c'est cette convergence, cette évolution, si vous voulez, qui a cette évolution face à des difficultés, des choses positives
porté vers l'enfant, préserver sa santé, et pour nous vouloir l'éduquer, et le constat de carence. Alors, excusez-moi, je suis un peu long, mais après je vais raccourcir, parce que c'est notre sujet, l'éveil artistique et culturel, et sans doute que, enfin, en tous les cas, pour cet intérêt vers les enfants de plus en plus jeunes, je pense, en tous les cas, pour ce qui est d'enfance et musique, c'est vraiment le retour vers ce que vous représentez et ce que représente ce colloque, ce dont on va tous parler. En tous les cas, je propose de le nommer ainsi. C'est justement de passer d'une vision pédagogique, où l'éveil artistique et culturel serait un objet de travail avec des méthodes, des débats sur ce qu'il faut faire, à une interrogation sur justement la transmission culturelle aux tout-petits, réactiver une présence de l'art et de la culture dans nos vies avec les tout-petits. On est interrogé sur nos vies, sur notre projet. Est-ce que l'art et la culture va retrouver une place essentielle qui aura des effets d'éveil artistique et culturel? Donc c'est une question politique, une question sociale, une question philosophique, une question anthropologique, enfin c'est tout ça, et une question de politique culturelle ou pas. Mais si ça n'est pas ça, on courra toujours derrière avec toujours les méthodes Tartampion et les colloques à n'en plus finir, mais en vérité, ça ne fonctionnera pas vraiment. Voilà. Excusez-moi de démarrer tout de suite sur un petit peu le demain de ce projet. On espère en tout cas que notre colloque produira. Très bien, avec grand plaisir. Jean-François, est-ce que vous voulez compléter cette définition ? Oui, je voulais la compléter du point de vue du ministère des Solidarités et de la Santé, et plus particulièrement du ministère en charge de l'enfance et des familles. Pour nous, évidemment, l'éveil artistique et culturel, c'est une dimension des missions d'éveil des modes d'accueil du jeune enfant, qui fait suite à cet historique que tu as décrit, Marc, et c'est inscrit dans les missions des modes d'accueil depuis un certain temps. Ça a été rappelé par l'ordonnance du 19 mai 2021, dont c'est la première année aujourd'hui. C'est rappelé dans de nombreux textes, sans pour autant aller jusqu'à développer la définition de ce qu'on entend par éveil artistique et culturel. C'est vrai, comme si c'était quelque chose maintenant de donné, d'acquis, ce qui est une très bonne chose. On peut l'imaginer en fait allant dans plusieurs directions, évidemment du professionnel de la petite enfance en direction de l'enfant. Ce que j'aime bien dans l'éveil artistique et culturel, c'est le fait qu'on évoque le mot artistique, c'est-à-dire qu'il faut un intervenant artistique. Donc, alors, on pourrait imaginer que les professionnels de la petite enfance sont eux-mêmes des artistes, mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des pratiques artistiques, mais amateurs, etc. On sent bien qu'il y a besoin d'un intervenant extérieur qui est formé, qui est agréé, etc. Peu importe. Quelqu'un qui va apporter quelque chose au mode d'accueil, ce dont on a pu manquer aussi ces dernières années du fait de la crise Covid, du fait que nous, on a recommandé aux crèches de fermer. C'est nous qui avons pris les textes pour les fermer, etc. Donc on sait très bien de quoi je parle. Parce qu'on a quand même fait 25 guides en 2 ans sur le Covid quand même. Bon, on n'a pas fini, je pense, mais enfin, en tout cas, on a quand même fait 25. Et donc voilà, on sait très bien à quel point c'est compliqué d'être dans ces périodes d'ouverture, fermeture. Quelle est la place de ces intervenants extérieurs? Finalement, ça interroge sur les missions. C'est pour ça aussi qu'on a ce texte important qui est la Charte nationale d'accueil du jeune enfant, qui a déjà 5 ans, elle aussi, qu'on a rappelé finalement dans l'ordonnance du 19 mai 2021 en prenant un arrêté, la reprenant in extenso. Finalement, on n'a quasiment rien changé, je crois, au contenu du texte, tellement il était bien. Exprimer la première personne, parce que ça, c'est quand même assez important. C'est pas, souvent, les ministères prennent beaucoup de chartes et c'est un petit peu technico-administratif. Et on se parle à nous-mêmes d'une certaine façon, c'est vrai. Là, on a eu cette approche un peu pédagogique qui la rend très lisible et qui est très claire. Et du coup, ça donne vraiment la définition de ce que c'est l'éveil artistique et culturel. En fait. Du point de vue de l'enfant, on voit bien ce que ça lui apporte. Nous, ces dernières années, on a cherché à donner une autre dimension en fait, à l'éveil artistique et culturel, en faisant un des aspects en fait, de plusieurs appels à projets que nous avons lancés, en l'intégrant dans différents outils. Voilà, donc dans les appels à projets 1000 premiers jours et aussi le plan de formation Ambition Enfance Égalité, parce qu'on considère que l'éveil artistique et culturel en fait, contribue à la prévention de la reproduction des inégalités sociales, puisque certains enfants sont privés dans leur milieu familial de l'accès à la culture et à l'art, et les modes d'accueil des jeunes enfants peuvent contribuer en fait à résoudre cet écart d'une certaine façon.
non pas une moyenne ou une norme qui n'existe pas en fait, mais en tout cas permettre aux enfants qui n'y ont pas accès, d'y avoir accès d'une certaine façon pendant le temps où ils sont accueillis dans les modes d'accueil, même si on sait très bien que tout le monde ne bénéficie pas des modes d'accueil et que les enfants en situation de pauvreté, de vulnérabilité économique ont moins accès que les autres modes d'accueil du jeune enfant. Donc c'est aussi un des enjeux peut-être des chantiers du futur aussi, parce qu'on parle beaucoup de services publics de la petite enfance en fait, ces derniers mois, avec un avis du Conseil économique, social et environnemental sur le sujet, c'est qu'est-ce qu'on entend par service public de la petite enfance? Est-ce que ça se résume à fournir un mode d'accueil du jeune enfant aux parents qui le demandent, ou est-ce que ça va un peu plus loin, quoi? Est-ce que l'éveil artistique et culturel du jeune enfant fait aussi partie de ce service public? Voilà, excusez-moi, j'étais très long, je suis désolé. Aucun problème. Peut-être, alors Aurélie, je vous redonne la parole, mais je vous compléterai parce que je pense que vous saurez compléter sur la prochaine thématique. On a parlé à plusieurs reprises de ce second protocole d'accord interministériel qui a été signé donc par vos deux ministères conjoints, ainsi que effectivement un autre événement majeur qui est celui de l'inscription de la charte d'accueil du jeune enfant dans la loi par le biais de cet arrêté ministériel. Et comme vous l'évoquiez, effectivement, parmi les 10 grands principes, l'éveil artistique et culturel est clairement affirmé à la première personne. Ce sont des choses qui sont importantes, sont aussi qui marquent aussi une volonté, un engagement. En quoi, alors peut-être plusieurs choses, en quoi ça se situe aussi dans un contexte global, peut-être dans une évolution aussi, des changements peut-être de paradigme en termes de conception de l'enfance, de la petite enfance, de l'action culturelle aussi plus largement. Et puis Marc, j'aurais envie aussi de vous interroger après sur ces grandes étapes, elles se franchissent pas en 2 jours, et comment on arrive jusque-là. Vous avez vu aussi, vous de votre côté, les évolutions depuis la fin des années 70, le premier protocole d'accord signé en 1989. Qu'est-ce qui a changé selon vous dans ce secteur de la petite enfance, dans le secteur culturel, dans la vision que l'on peut porter sur l'art et la culture adressée aux très jeunes enfants? Aurélie, je vous laisse peut-être répondre du côté de ce protocole d'accord et ce qui l'engage aussi. Oui. Enfin, je pense que c'est très important de parler de cette question d'évolution, parce qu'il y a 2 évolutions à prendre en compte et qui font qu'aujourd'hui on est arrivé en tout cas à asseoir cette politique en interministériel. Parce que depuis les années 70, en fait, les artistes et les professionnels de la petite enfance se sont battus, se sont engagés sur le terrain. On peut reconnaître toutes les actions d'Access, d'enfance et musique qui ont vraiment porté cet engagement de manière très très forte. Donc ils ont construit ce terreau en fait pour la création de cette politique publique. Et on se nourrit toujours de ce qui se passe avant tout sur le terrain. Et il y a une autre évolution à prendre en compte, c'est aussi la question aujourd'hui de qu'est-ce qu'on entend par culture. C'est vrai que si on revient aux fondamentaux du décret, en tout cas des missions du ministère de la Culture il y a 60 ans, on était sur une question d'offrir un accès à tous aux arts et à la culture. Aujourd'hui, on est dans une conception où on est plus dans la question de la participation de tous aux pratiques artistiques et culturelles, et on a un ancrage assez fort qui a été renforcé avec la définition de ce que sont les droits culturels aujourd'hui, et c'est là où pour moi c'est important d'insister sur ce sujet des droits culturels, parce que la culture, dans sa redéfinition et notamment dans la déclaration de Fribourg, c'est tout ce qui constitue en fait la vie quotidienne, en fait, c'est ce qui nourrit la vie quotidienne des personnes, et ça veut dire qu'on parle des valeurs, on parle des pratiques quotidiennes, on parle de la pratique des arts aussi, mais aussi vraiment la question des valeurs et des pratiques quotidiennes dans les familles. Et c'est là où l'éveil artistique et culturel s'inscrit complètement dans cette dimension, parce que les parents sont les premiers passeurs de culture. Quelle que soit leur pratique,
leur pratique quotidienne, leurs valeurs, le fait de transmettre des traditions familiales, culturelles, c'est ce qui constitue la culture. Et c'est ce qui va, avant tout, nourrir la construction de l'enfant. Donc c'est ces deux évolutions, en fait, qui marquent aujourd'hui cette prise en compte de l'éveil artistique et culturel dans les politiques publiques. Merci bien. Marc, si vous voulez dire un mot peut-être sur le cheminement, selon vous, Oui, parce que c'est justement croisé, hein, c'est le thème même du colloque, le public. Enfin, on est dans un processus croisé, c'est-à-dire qui concerne beaucoup de citoyens et beaucoup de métiers et beaucoup d'acteurs et ces deux ministères. Moi, je dirais que le passage entre les deux, le premier protocole a déclenché une première reconnaissance, mais je dirais que chaque ministère a inscrit ça dans sa politique un petit peu à la marge, hein. Pour le ministère de la Culture, c'est l'accès de tous à la culture, donc c'est un public, on élargit le public, hein, je dirais. Et pour le ministère des Affaires sociales, c'était la question de la qualité de l'accueil. Je dirais, mais comme ça, pour le dire simple, ça serait presque une couche de plus dans la qualité. Voilà. Sans extraire ou sans repenser cette question de l'art dans nos vies. Hein. Ce lieu de production du sens, ce lieu de dynamique, ce lieu d'expression, ce lieu de gratuité, ce lieu qui, quelque part, je le dirais un peu prosaïquement comme ça, fait qu'on a le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue, quoi. On vit des choses entre nous, on donne des formes à nos interrogations, à nos questionnements, et on invente des manières de vivre et de ressentir et de partager qui font que la vie en société et la vie pour chacun vaut la peine. Hein. Donc je dirais que il y a eu un moment donné, il est venu tardivement et il était le bienvenu en 2017, parce que 30 ans c'est très long, et les pratiques se sont énormément développées sur le terrain, ce décloisonnement entre les services enfance, donc une évolution du champ social qui a commencé à réirriguer de culture et aussi de cette dimension artistique des mots qui peut-être sinon, habités seulement par la dimension psychologique, seraient insuffisamment nourris, vous voyez. La parentalité, les questions de sans la question de la transmission et des contenus culturels, à un moment donné, on se demande, c'est quoi? C'est une relation psychologique comme ça, et la diversité des cultures, et les 36 manières de faire, et l'évolution de la création artistique, et la dégradation aussi de ce qu'on faisait avant, de la perte des traditions et tout, et on met quoi à la place? Vous voyez? La refondation du lien social, la lutte contre l'exclusion, vous en avez parlé, Jean-François, la prévention. C'est bien des dynamiques. Il a fallu le président de la République et le plan grande pauvreté pour avoir le sentiment de redécouvrir les inégalités de naissance. Vous voyez, toujours dans le manque, on se dit, oui, l'accès au langage, ça vient pas naturellement. C'est les interactions, et les interactions, il faut qu'elles soient joyeuses, désirées, donc portées par une transmission, par cette culture transmise qui est le propre de notre humanité. On naît à la culture, mais ça veut dire qu'on s'humanise dans la culture. Le langage, les langages, c'est notre humanité. C'est ce qu'on est en train de faire là, en continuant à travailler sur le langage. Alors je pense que le deuxième protocole d'accord, ce que je trouve fondamental pour moi, ça a l'air de rien. Il a été le bienvenu parce qu'à un moment donné, sur le terrain, ça coince. Si le politique, qui veut dire la parole collective, la République, ne dit pas que quelque chose a bougé et que maintenant, ça fait partie des 10 principes, c'est pas seulement un supplément d'âme sympathique dans un petit coin dont on peut se passer et qui va passer à la trappe dès qu'il faudra faire des économies. C'est essentiel. Donc c'est politique l'essentiel. C'est pas pareil pour chacun, c'est ce qui fait nos débats et notre créativité d'aujourd'hui. Mais c'est fondamental, c'est comment ça marche. Eh bien, dans le deuxième protocole, c'est plus seulement l'accès de tous à la culture, c'est l'inscription de la petite enfance dans la politique générale, dans l'éducation artistique et culturelle. Ça a l'air de rien, mais c'est essentiel. Ça ouvre grand les portes, pas à un public de plus pour les scènes culturelles, un petit truc là, puis les jauges sont petites, donc on n'en fait pas trop, quoi. Non, c'est dans la politique générale. Et pour le ministère pour la petite enfance, c'est l'inscription de l'éveil artistique. Ce mot qui, à Enfance et Musique, je sais qu'il a dérangé. Nos camarades des services nous disaient doucement dans vos dossiers. Éveil culturel, ça va. Mais éveil artistique, spectacle vivant, création artistique,
C'est pas nous, c'est la culture. Non, c'est les deux. Et maintenant, c'est les deux parce que chacun a repris à son compte et la petite enfance comme problématique de responsabilité publique, de responsabilité parentale, de responsabilité professionnelle, de responsabilité des bibliothécaires, de responsabilité des musiciens intervenants, c'est-à-dire le berceau de l'humanité. Vous voyez ? Ça, c'est fort, le berceau de l'humanité, parce que finalement, c'est une évidence maintenant. Comment on s'en occupait pas plus que ça ? Merci Marc, merci beaucoup. Et justement, comment s'en occupe-t-on ? C'est ça ma question. On vient de parler de cet engagement très fort politique. La question, c'est comment, très concrètement, de façon opérationnelle, on agit sur le terrain, sur les terrains, c'est le titre de notre colloque, sur les territoires. Comment, d'une part, l'État accompagne-t-il les acteurs, les collectivités territoriales, très engagées aussi sur le sujet, dans la mise en œuvre des projets ? Comment on dépasse les simples intentions généreuses qui sont importantes, mais pour agir aussi avec une certaine forme de pragmatisme, en tenant compte aussi des réalités de terrain, des réalités qui sont les vôtres aussi en tant qu'acteurs professionnels. On sait aussi que les réalités, c'est parfois le manque de moyens humains, financiers, c'est peut-être aussi le manque de temps pour conduire, pour élaborer les projets, le manque de compétences, de ressources, la multiplicité des injonctions et des priorités. Comment on construit de façon très opérationnelle un projet et des projets en matière d'éveil artistique et culturel en prenant en compte toutes ces réalités et comment l'État les accompagne. C'était ma question. Jean-François Oui. Alors, nous, effectivement, on a posé un cadre juridique, en fait, donc des obligations législatives et réglementaires en fait, pour les modes d'accueil du jeune enfant, en particulier pour les établissements, qui doivent en fait modifier leur projet d'établissement d'ici, pour ceux qui sont existants d'ici le 1er septembre 2022, en fait, pour y intégrer un projet éducatif qui intègre l'éveil des enfants, notamment en matière artistique et culturelle. Donc c'est quelque chose d'assez concret. Alors ça ne dit pas comment ça va être fait, mais enfin, en tout cas, ils ont l'obligation de le faire. Et le décret aussi prévoit que ces établissements en fait, doivent se doter d'une équipe composée d'un certain nombre de professionnels et donc, notamment des personnes qui sont qualifiées dans le domaine culturel. Donc, ça c'est comme déjà une première base au niveau des obligations. Après, évidemment, il faut aussi une gouvernance locale un petit peu changer, ce qu'on est en train de faire. Il va y avoir une instruction bientôt qui va apparaître sur le sujet. Il faut aussi agir sur la formation des professionnels, parce que si les professionnels ne sont pas formés sur ces sujets-là, ils restent un peu dans cet état un peu ancien où on se demande ce que c'est, on attend que ça vienne, où on n'attend pas d'ailleurs, en fait. Et donc, en fait, les formations initiales de la plupart des professionnels ont été revues ces dernières années. Éducateur de jeunes enfants en 2018, assistant maternel en 2018 également, auxiliaire de puériculture en 2021, pour intégrer cette dimension d'éveil artistique et culturel. Et le diplôme de puéricultrice, qui va être aussi remis sur la table pour la 3e fois, je crois, à la rentrée, devrait aussi se pencher aussi sur ce sujet-là. En termes de formation continue, parce que souvent les personnes ont fait une formation initiale il y a bien longtemps, la plupart des professionnels... Alors je crois que leur moyenne d'âge est autour d'un peu plus de 45 ans, donc évidemment ils ont fait une formation il y a un certain temps, et donc il faut les former en fait à ces nouveaux outils. La charte elle a 5 ans, les projets d'établissement qui vont être revus c'est un peu maintenant, donc il faut les aider en fait à passer en fait le cap. Et donc on a un plan de formation qui ne porte pas sur l'ensemble des besoins des professionnels de petite enfance, mais sur ceux qui vont leur permettre de prévenir et de la reproduction des inégalités sociales, de lutter contre cette reproduction. Et donc dans ce plan de formation, en fait, on a élaboré un parcours national de formation avec une thématique qui est sur les arts et la culture. Donc on a travaillé avec nos partenaires en matière de formation continue, donc le CNFPT pour la fonction publique territoriale, les OPCO santé, cohésion sociale et entreprises de proximité pour couvrir l'ensemble du secteur associatif et marchand en fait concernant les crèches, mais aussi les branches professionnelles, les salariés du particulier employeur des assistants maternels, pour être sûr d'embarquer tous les professionnels de la petite enfance. Et donc on a repéré au total à peu près 177 formations qui correspondaient aux thématiques du plan de formation, dans les formations qui ont été financées ces 2-3 dernières années. Et parmi ces formations, c'est ma séquence chiffre, je suis désolé Marc. Et ben, je n'ai plus les chiffres sous les yeux. Enfin, en tout cas, on avait
Ah, pardon. Excusez-moi. Donc on avait finalement on avait repéré 28 formations sur les arts et la culture, ce qui était quand même assez conséquent. En moyenne, 4 par partenaire. Il y a eu 31 435 formations en 2021 qui ont été financées au titre du plan de formation et du volet national, pardon. Alors 37% portaient sur le langage et 17% sur les arts et la culture, ce qui n'est pas inintéressant. Et parmi les 5321 personnes formées à la thématique agriculture, en fait 89% étaient des assistantes maternelles. Tout simplement parce que le catalogue de formation des assistants maternels avait été enrichi d'une thématique agriculture il y a peu de temps. Et donc évidemment, l'organisme a poussé en fait, les employeurs et les salariés vers cette thématique-là, d'où ce succès. Et c'est une formation qui a suscité l'intérêt des assistants maternels parce que je crois que les assistants maternels qui ont reçu une formation dans le cadre du plan, du volet national, n'étaient que 62%. Donc ça veut dire vraiment que ça les intéressait un peu plus que d'autres thématiques. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Aussi au niveau local, en fait, on avait des appels à projets au titre du plan de formation avec 3 millions d'euros donnés chaque année depuis 2020 au commissaire à la lutte contre la pauvreté. Ils vont de nouveau avoir des crédits là dans quelques semaines, dans peu de temps. Et il y a en fait au total 265 projets qui ont été financés entre 2020 et 2021 pour 38 000 départs en formation. Et sur les 265 projets, il y en avait 58 projets qui portaient sur la thématique agriculture, donc ce qui est quand même assez conséquent, dont un projet porté par la DRAC Centre Val-de-Loire avec des résidences artistiques, etc., portées par 8 compagnies de spectacles vivants, spécialisées dans la petite enfance, et qui ont bénéficié à 160 enfants et 80 professionnels bénéficiaires de temps de formation. Alors évidemment, comme je ne peux pas parler encore 3 heures, je vais faire court, mais enfin en tout cas dans le futur, en fait, et le futur c'est un petit peu maintenant, en fait on a prolongé ces chantiers sur les modes d'accueil du jeune enfant dans le chantier des 1000 premiers jours. Donc on a des contenus sur les veilles artistiques et culturelles dans l'appli 1000 premiers jours, dans le livret en fait, des 1000 premiers jours, dans le sac des 1000 premiers jours, dont on reparlera tout à l'heure, ainsi que dans les appels à projets 1000 premiers jours. Voilà, pardon. Merci beaucoup. Excusez-moi Aurélie, je voulais pas Vous avez vos questions. couper la parole, mais j'avais envie juste simplement d'interroger Julie. On a parlé de formation et de formation professionnelle. C'est un sujet qui vous est cher aussi à Enfance et Musique, que vous portez, que vous développez. Vous développez une offre de formation professionnelle croisée. En quoi est-ce pour vous un levier de développement de l'éveil artistique et culturel? Et j'avais aussi envie, parallèlement à cette question de la formation, de vous interroger sur l'enjeu de la transversalité des secteurs professionnels et de la rencontre au sein notamment de la formation professionnelle continue des acteurs, des professionnels de la petite enfance ainsi que des professionnels de la culture. Oui, effectivement, du côté de la formation, c'est un sujet qui nous touche particulièrement Enfance et Musique, puisque c'est vraiment un de nos cœurs de travail. Je vais juste parler de formation initiale. C'est quelque chose, l'inscription dans les référentiels de formation initiale, qui est vraiment indispensable, dans le sens où, souvent l'éveil culturel et artistique, comme Marc le disait tout à l'heure, ça peut sembler quelque chose de sympathique, qui a un plus. Et en fait, l'inscription dans des référentiels de formation initiale, c'est vraiment ce qui va permettre que ce soit acté, alors très concrètement dans les compétences, mais aussi symboliquement, dans le sens où on aimerait et on espère que savoir utiliser la musique auprès d'un tout petit, ça puisse être aussi indispensable dans le quotidien des professionnels que de savoir le changer correctement ou prendre soin de lui. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'inscription en formation initiale permet. Et du côté de la formation continue, effectivement, nous, on fait énormément de formations sur des publics croisés. C'est-à-dire qu'on va avoir dans une même formation aussi bien des professionnels de la petite enfance que de la culture, que du secteur social, handicap, etc. Et c'est toujours des choses extrêmement enrichissantes. Donc on croit fortement en l'importance de cette manière de faire. Et on s'aperçoit en fait que souvent, on va avoir d'un côté, par exemple, autour de la musique, si je prends cet exemple, des professionnels de la petite enfance qui ne sont pas familiers avec la musique et qui donc ont l'impression qu'il y a la nécessité que ce soit un musicien qui vienne dans la crèche pour proposer des temps et en fait qui ne mesurent pas tout ce qu'ils savent faire au quotidien
Ils ont parfois cette impression que, bah oui, non mais moi là j'utilise des maracas, mais je joue avec. En fait, je sais pas vraiment, je sais pas, c'est pour m'amuser, c'est comme ça. Et qui en fait mesurent pas l'importance que ça a, et que l'éveil culturel et artistique, c'est aussi par exemple, vraiment dans le quotidien, des choses aussi ténues mais importantes que mettre en place un temps de lecture pour, par exemple, un enfant qui va avoir un chagrin, ou accompagner avec des chansons le temps avant le repas. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Et donc, la formation croisée, ça permet de prendre conscience en fait des compétences que chacun a déjà. Et de l'autre côté, on a aussi des artistes qu'on va recevoir en formation et qui, eux, ont toutes les compétences artistiques, mais qui ont parfois en fait très peur du tout petit. Parce que on sait que c'est très très particulier de travailler auprès des tout petits, et ils savent faire avec des plus grands, mais en fait là, il n'y a plus rien qui marche en fait avec un tout petit. Donc c'est aussi un moment de découverte importante pour eux. Donc en fait, on a deux publics qui vont avoir des compétences qui sont à la fois différentes mais extrêmement complémentaires. Et il y a des enrichissements qui sont, il y a des temps de formation qui permettent cette complémentarité qui est indispensable et qui permet à la fois d'aller vers l'autre tout en centrant, je pense que c'est important, vraiment le regard autour du tout petit, qui est vraiment ce qui est complètement au centre. Aller vers l'autre, découvrir d'autres manières de faire, et aussi prendre conscience en fait de ce que chacun, on sait déjà faire. Il y a une valorisation des savoirs spécifiques de chacun qui est vraiment importante. Aussi, là c'est presque un pont entre formation initiale et continue. Nous, on a eu à cœur de créer une certification professionnelle qui permet en fait, qui s'inscrit dans la formation continue, mais qui donne vraiment un titre professionnel. C'est-à-dire, c'est sur l'intégration évidemment de l'éveil culturel et artistique, et c'est un titre reconnu par l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important, puisque c'est aussi un vrai outil pour tous les acteurs, tant les artistes, tous les acteurs qui accompagnent le tout petit, pour pouvoir soutenir des projets, valoriser ce qu'ils font. Donc c'est quelque chose qui nous semble important aussi. Merci beaucoup. La transversalité, on en reparlera juste après sur le prochain témoignage, puisque l'expérience de la Côte d'Or est justement extrêmement centrée sur cette question de la transversalité, et qui est un facteur, nous semble-t-il, effectivement de réussite, cette rencontre, ces endroits de croisement. Si vous voulez compléter. Oui, je voulais compléter sur comment se décline en fait cette histoire de protocole, de politique nationale. C'est vrai qu'une politique nationale sans un maillage fort et justement un partenariat très fort sur les territoires n'a pas de sens. Donc c'est vrai que la question de comment ça se joue dans les territoires, c'est vraiment ce travail commun et engagé des services de l'État, des services déconcentrés, des DRAC, qui sont en dialogue constant avec les collectivités territoriales, qui sont en dialogue constant avec les autres services déconcentrés, je pense aux ARS, aux DRETS, et aujourd'hui aussi avec les commissaires à la lutte contre la pauvreté. C'est comment tous ensemble, en fonction de nos axes stratégiques, en fait, on arrive à parler communément de qu'est-ce qu'on fait pour l'enfance, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accompagner les parents, et là on construit des choses sur les territoires, et c'est vrai que la formation à la fois des professionnels, mais aussi des artistes. Le fait de former des artistes à faire des propositions en direction de la création est importante, mais c'est vraiment cette relation partenariale qui va soutenir et déclencher en tout cas le soutien à la création. On a encore beaucoup de chemin à faire sur la création petite enfance. Je pense qu'il faut continuer à soutenir les initiatives et la formation des artistes, aussi engager nos structures labellisées. Si on reprend l'évaluation de scènes d'enfance à Citège en 2019, le premier diffuseur de spectacles jeune public et toute petite enfance, ce sont des structures de collectivités territoriales, enfin
et même municipales pour les spectacles petite enfance. Voilà, c'est aussi un engagement de nos structures, de nos scènes labellisées qui doit être de plus en plus fort. Et cet engagement, du coup, nous, on l'a concrétisé cette année dans une feuille de route pour l'éveil artistique et culturel qui du coup, formalise un peu cette question de coordination territoriale. Et je pense aussi à ce qui va aussi arriver avec les schémas départementaux des services aux familles, comment on travaille avec la CAF, comment on travaille avec les services déconcentrés, quand on travaille tous ensemble sur un diagnostic territorial et qu'après on détermine des axes en commun. La façon, donc du coup, sur la création aussi, tous les axes qu'on a posés dans la feuille de route pour les arts plastiques, pour le spectacle vivant, pour la musique, pour la question du livre et de la lecture et la question aussi du patrimoine, de l'accès au patrimoine au sens large, qui ont été posés dans cette feuille de route pour donner un appui, en tout cas, à cette structuration dans les territoires. Merci beaucoup. Merci. Alors, un dernier sujet peut-être pour clôturer cette discussion et surtout engager un échange avec la salle, c'est celui justement de la feuille de route qui nous attend toutes et tous, des perspectives que l'on peut dresser ensemble pour nous tous en tant qu'acteurs, en tant que professionnels de la culture, de la musique, de la petite enfance, porteurs de projets, structures culturelles, structures du champ médico-social aussi, collectivités territoriales, etc. Quels objectifs pourrons-nous nous donner pour les prochaines années ? Comment, à l'image, on en a parlé tout à l'heure, du 100% EAC, éducation artistique et culturelle, cet objectif ambitieux, est-ce qu'il serait possible de tendre à une généralisation de l'éveil artistique et culturel ? Imaginer que chaque enfant, dans les 3 premières années de sa vie, puisse être relié à l'art et aux cultures, et Aurélie l'a rappelé, vraiment dans le respect des droits culturels. Imaginer aussi que l'on puisse davantage, on a beaucoup parlé là des structures, des lieux d'accueil de la petite enfance, et tant mieux, mais imaginez que l'on puisse aussi développer davantage d'actions en direction des familles, des parents, que l'on puisse agir vraiment en proximité et dans la valorisation des cultures familiales. Enfin, c'est tout cela que j'aurais envie de vous proposer. Ça fait une bonne feuille de route, mais est-ce qu'on peut peut-être ensemble se donner quelques perspectives pour l'avenir, en tout cas rêver ensemble de ce qu'on pourrait développer pour les prochaines années ? On a beaucoup à dire sur ce sujet. Je pense qu'on a encore besoin de quelques heures. Oui, 100% EAC, c'est une réforme prioritaire de l'État, évidemment, et l'éveil artistique et culturel est complètement intégré dans cet objectif. On peut le voir de différents points de vue, c'est-à-dire que si on parle du 100%, en tout cas, je pense que si on reprend cette définition de la culture, en fait, on y est déjà. C'est-à-dire que chaque valeur, chaque tradition, elle est déjà transmise par les parents, etc. C'est là quels indicateurs on place en fait dans ce 100% EAC, où généralement, en fait, on valorise les 3 piliers en fait de l'EAC, qui sont à la fois la rencontre avec les artistes, la connaissance et la pratique. Donc là, c'est vrai que si on est sur ces 3 piliers-là, on a encore beaucoup d'avancées à faire. Moi, je pense que tout le travail qu'on a avec le réseau Première Page, l'engagement aussi du livre, remis à la naissance, la question du sac 1000 premiers jours, elle le pose ainsi, c'est-à-dire, aujourd'hui on est sur une expérimentation évidente jusqu'au mois de septembre à peu près, mais dès les premiers jours de naissance, en tout cas de l'enfant, aujourd'hui avec le sac des 1000 premiers jours, on offre en tout cas un album aux parents et aux enfants pour soutenir en fait des messages autour de l'éveil artistique et culturel, de transmettre ce temps, en tout cas de partage. Et moi je pense, j'ai eu une discussion récente avec des acteurs, des associations de lectrices qui interviennent en maternité, et elles nous racontent ces moments magiques où des professionnels de la santé disent là du coup l'enfant il va pas très bien, ça va être difficile aujourd'hui ce temps de lecture, etc.
Et puis quand on commence à lire, quand on commence à jouer de la musique, d'un seul coup, en fait, l'enfant réagit, se réveille, et le parent, en fait, je reprends toujours les mots de Monsieur Bouteloup qui dit toujours, en fait, quand on joue pour un bébé et son parent, ce qui est incroyable, c'est que le parent, du coup, il ne va plus regarder le musicien. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder la réaction de son enfant qui réagit à la musique. Donc voilà, et donc c'est vrai que c'est aussi ces messages-là qu'on a envie de porter à travers le sac des 1000 premiers jours. Voilà, je ne sais pas si on poursuivra l'expérimentation parce qu'on a un bilan à faire, en tout cas dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours. Mais aujourd'hui, voilà, dans la politique des 1000 premiers jours, c'est de dire dès la naissance et même avant, les temps aussi de préparation à la grossesse peuvent se vivre à travers l'art et la culture. C'est des axes qui sont posés. Je ne crois pas qu'on fera marche arrière, en tout cas, sur ces axes. Et il faut surtout soutenir les acteurs sur les terrains, les artistes, les professionnels de petite enfance, laisser du temps aux professionnels de petite enfance de s'impliquer dans des projets. Je pense qu'il y a un vrai besoin de se dire réaliser un projet dans une structure, c'est pas juste inviter un artiste qui va être là quelques heures par semaine dans un lieu. Ça se construit entre professionnels de petite enfance et les artistes, et pour ça il faut du temps de construction. Donc voilà, nous, notre rôle aujourd'hui, au-delà des axes, en tout cas qu'on peut porter dans la collaboration, on va dire, publique, je crois qu'il faut qu'on soutienne aussi tous les acteurs sur les territoires. Merci beaucoup. Marc, est-ce que je peux vous confier le mot de la fin ? Le mot de la fin, ou plutôt le mot d'un espoir de début, de nouvelle étape. Je voudrais juste dire un petit mot sur la formation du côté du compte personnel formation. Pas pour le dispositif, mais pour quelque chose qui est un nouvel élément, qui est que tout d'un coup, on peut influer directement en tant que personne sur le choix de la formation. Et je pense que par rapport à l'éveil artistique et culturel, c'est un outil très utile, et on le remarque sur le terrain, parce qu'il permet tout d'un coup de donner plus d'autonomie et de pouvoir sur le choix de la formation de la personne professionnelle, peut-être le parent demain. Or, l'éveil artistique et culturel, je crois qu'il est obligatoirement, sinon ça ne marche pas, je le dis comme ça un peu de manière provocante, entre la dynamique de l'humain, la dynamique personnelle dans la vie de la personne qui est aussi professionnelle, artiste ou professionnelle de l'enfance, et son métier. Et là, je renvoie à Dolto, je ne vais pas faire la citation parce que je vais l'écorcher, mais elle insistait sur le fait qu'on ne transmet, l'enfant ne reçoit et n'intègre et rentre dans la culture que par rapport à un vécu authentique des adultes qui l'entourent. On ne peut pas faire, vous le savez tous, on le sait que nos enfants, les professionnels le savent, quand on fait semblant ou quand on commence à s'ennuyer parce qu'on fait une activité qui devient, c'est un mot que j'ai appris avec vous, de la routine, eh bien, tout le monde s'ennuie, pour ne pas dire les choses un petit peu plus grossièrement, vous voyez. Et ça n'a pas d'effet. C'est un truc qu'on fait parce qu'il faut le faire. Et justement, on n'est plus dans l'humanisation, dans la transmission culturelle et dans la vie commune avec les petits. On est dans quelque chose qui est une activité. C'est un peu le passage aussi des musiciens animateurs aux musiciens intervenants, où on interroge la vitalité du rapport à l'art et à la création de situations et à l'invention finalement relationnelle, sociale et artistique. Donc ça a à voir avec véritablement le mouvement de la société. Moi je crois maintenant que la prochaine étape, c'est de revendiquer, et c'est présent je pense dans tout ce qu'on dit, que l'éveil artistique et culturel, au fond c'est une question pour nous les adultes, à un moment donné de l'histoire, et là on rigole pas, parce que le GIEC nous donne 3 ans, à un moment de l'histoire où véritablement on est confronté à des questions d'orientation de civilisation au risque de voir l'humanité périr.
c'est pas de la rigolade, quoi, hein, aujourd'hui. Et on le sait tous, c'est pas la peine de recommencer à décrire ou à se référer à tel ou tel texte. Il y a le GIEC, il y a les changements climatiques, il y a tout ça. On l'a tous au-dessus de la tête. Et c'est pas seulement ça, c'est aussi un modèle de société consumériste avec des valeurs de rapidité, de rentabilité, de croissance, de développement, etc. J'en passe parce que malheureusement ça se décline de toutes sortes de manières et c'est inscrit dans nos têtes, dans notre culture. Et est-ce qu'au fond, autour de la petite enfance et de cette responsabilité formidable qu'on a, parce que c'est une responsabilité, pas seulement professionnelle, mettre des enfants au monde, c'est leur proposer un monde qui est au minimum vivable, hein, et désirable, et joyeux, et qui vaut la peine d'être vécu. Est-ce qu'autour de l'éveil artistique et culturel, justement, ne se pose pas seulement le trio opérationnel, mais pour être opérationnel, le trio citoyen, politique au sens vraiment artistique du terme, créatif, hein, la citoyenneté qui s'engage et qui participe au mouvement de la société, aujourd'hui a la responsabilité véritablement de mettre d'autres contenus de valeurs, de désirs, de partage entre nous tous qui participent du changement de la société. Vous voyez ? Et moi je crois véritablement qu'il n'y a pas d'avenir à l'éveil artistique et culturel autrement que de bricoler des tas de choses et je vois les politiques publiques et l'avancée de toutes les avancées comme étant les signes plutôt d'une contradiction et d'une tension dont l'aboutissement va être quelque chose qui est une responsabilité collective de remettre l'art et la culture. Là, on peut y aller du côté de la croissance infinie, justement, la croissance infinie du sens. C'est le poète Bernard Noël qui disait, mais peut-être qu'un projet, ça serait non pas que la libération, l'émancipation du XXe siècle, du temps de rapport au travail, du rapport au temps, ne soit plus rempli par des loisirs consuméristes, du voyage, de la rapidité, faire les pays par-ci, par-là, consommer, etc. Mais soit peut-être vivre collectivement, c'est poétique, hein, ce que les artistes appellent leur travail. C'est faire un projet de société où l'art et la culture, portés par peut-être ce modèle du rapport au monde des artistes, et que ça ne soit plus seulement ceux qui savent pas, les professionnels de l'enfance qui ne seraient pas des artistes, d'autres qui seraient des artistes. Évidemment qu'on est différents et qu'on apporte justement plus ou moins quelque chose qui a à voir avec cet espace transitionnel, cet espace de Winnicott, cet espace qui est l'espace de la culture et l'espace de la création artistique, deviennent cette production du sens collectif et ces nouvelles pratiques sociales de sens et peut-être de possibilités d'avenir pour notre civilisation en mutation. Voilà. Excusez-moi de partir un peu loin, mais il y a urgence. Alors comme ils ont dit 3 ans, je me dis déjà là, on gagne un jour. Merci beaucoup Marc. Merci de nous rappeler à notre responsabilité et de nous rappeler cette urgence aussi de nous emparer plus que jamais de ce sujet. On avait envie de se garder un petit temps avant la pause pour pouvoir recueillir aussi vos réactions, vos interactions, vos questionnements et que vous puissiez y répondre collectivement. La parole est à vous. Faustine a un micro qu'elle peut faire circuler dans la salle. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez réagir. Pas toujours évident après ce qu'on vient d'entendre. Si vous voulez bien vous présenter quand vous prenez la parole. Bonjour, Stéphane Grosclos de Musique en Territoire. Je voulais réagir par rapport à la question de la formation initiale. D'abord, constater que malheureusement, France Compétences refuse à peu près 80% de demandes d'enregistrement de certification de compétences et que c'est un véritable problème, particulièrement pour le secteur culturel, qui n'est pas préparé à cette réforme depuis 2018. Et quand on parle de formation initiale, pour moi, c'est aussi essentiellement la formation supérieure, parce que pour reprendre les profils artistiques, ça n'est qu'à partir du moment où on est à peu près à l'aise dans une carrière d'interprète dans le secteur culturel globalement, qu'on s'intéresse à la question de la transmission et de l'adresse. Ça ne fait pas partie des référentiels de compétences de la formation initiale du musicien par exemple. Et donc là je pense qu'il y a un vrai travail à faire quand on voit ce que vous avez fait comme enquête, peut-être
faudrait-il y ajouter toutes les formations, d'uniformation en particulier, la branche éclat qui est aussi directement concernée par ce secteur? Ce serait intéressant de pouvoir aller plus loin dans les partenariats de ce côté-là. Merci. Merci Stéphane. Des enjeux de formation professionnelle, effectivement, on pourrait en parler pendant longtemps. Les cadres de la formation professionnelle sont tout aussi importants pour permettre effectivement à tout à chacun de monter en compétence sur ces sujets. Normalement, le micro est allumé, je pense. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on s'entend. Vanessa Herzog, j'ai été psychologue pendant 20 ans, une activité libérale riche, et je me suis formée au chant depuis une dizaine d'années maintenant, et Cadence m'accompagne dans ce chemin un peu compliqué. Je souhaitais réagir vivement à votre intervention. Moi, il m'est apparu les dernières années de ma pratique libérale très très fortement, quels que soient les patients qui venaient me voir, un traitement de l'information mentale des choses, en fait, qui était une sortie du corps, en fait, c'est-à-dire que les émotions n'étaient plus traitées par les individus. Ce que moi j'appelais hors sol, c'est-à-dire que les décisions étaient prises avec la tête et plus avec le corps. Chose que j'ai découverte lorsqu'on fait un travail sur le chant et sur l'intime du corps, on réhabilite quelque chose de ces dimensions émotionnelles et intimes très profondes, très archaïques, dont la psychanalyse parle peu, et moi je suis issue de ça quand même, donc je me suis pris une bonne claque quand j'ai appris à chanter, ou réappris à chanter, et je suis très sensible à ce que vous dites par rapport à... oui, dans d'autres contrées, on chante naturellement, on danse naturellement. Et ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, d'œuvrer à ce que chaque individu recomprenne cela, en fait. Alors, bon, ma pensée n'est peut-être pas forcément très structurée, là, je ne sais pas si c'est très intelligible, mais voilà, en tout cas, je crois qu'on pense mieux lorsque sa pensée est traversée par son corps. Et lorsqu'on n'est que dans un raisonnement, on fait des bêtises, je crois. Et en tout cas, il m'est apparu dans les fins de ma pratique, parce que j'ai dû arrêter je me sentais un peu trop seule face à ça. C'est qu'il y a un vrai travail à faire là au niveau collectif, et je vous rejoins complètement sur ce point de vue. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre personne qui lève la main au fond de la salle. Le micro va venir jusqu'à vous. On a peu parlé effectivement de l'action artistique et culturelle aussi dans la dimension de l'éveil plurisensoriel, corporel, etc. Mais c'est évidemment assez fondamental. On aura l'occasion évidemment d'en reparler tout au long du colloque avec d'autres intervenants, notamment cet après-midi. Bonjour, Richard Sancho-Andréo, je suis le président du Furet. Voilà. En fait, j'ai été évidemment très, très touché par l'intervention d'Aurélie Lessou sur la question des droits culturels. Évidemment, après Marc Caillard, il fait le lien en disant on est devant un problème de civilisation. Évidemment, parce que les droits culturels, aujourd'hui, si on prend des débats qu'il y a en France, on renvoie à la question non seulement de la diversité culturelle, mais de la reconnaissance des cultures diverses. Donc nécessairement, les cultures diverses, ça veut dire qu'elles sont toutes là, elles sont toutes présentes. Et si on les rejette, nécessairement, il y a cassure sociétale. Et je voudrais juste témoigner, c'est un témoignage personnel. J'ai créé à Strasbourg un chœur qui s'appelle le Chœur de la Méditerranée. Et on chante en plusieurs langues, en turc, en arabe, en grec, en espagnol, en français. Enfin, on va étendre évidemment toute la Méditerranée. Et je vais vous dire, on a mis dans le répertoire plusieurs comptines. Parce que notre projet en tant que chœur, c'est que... Alors, on rêve, mais bon, l'utopie, c'est ce qui fait vivre, paraît-il. C'est que ce qu'on voudrait, c'est que, évidemment, les membres du chœur, un jour, puissent inviter des enfants, leurs petits-enfants, même des tout petits, et qu'on chante tous ensemble.
Parce qu'en fait, la vie culturelle, enfin, quand on dit la vie culturelle, c'est beaucoup dire, c'est un tout. C'est pas seulement un petit aspect de la vie de l'enfant ou de la vie de l'adulte, c'est un tout. Et je peux vous assurer que quand on chante des comptines, bah, il y a comme un... Voilà, d'ailleurs, je vous invite, on a un concert le 24 juin à 21h à Strasbourg, et on va chanter ces comptines devant des milliers de personnes parce que c'est les Journées Olympiques de Strasbourg, et que voilà, je peux vous assurer que ça crée chez tous les membres de ce chœur une tension forte, une tension positive, et c'est ça finalement l'éveil culturel, voilà, c'est de se donner de la force pour vivre joyeusement. Merci beaucoup. Je crois que Marc voulait réagir. Je crois que c'est important de rappeler aussi que pour ce qui est d'Enfance et musique, la création vient, enfin, je parlais de la Seine-Saint-Denis, à Romainville, c'est en Seine-Saint-Denis, et que d'une certaine manière, c'est une rencontre que moi j'ai faite avec les psychologues de Seine-Saint-Denis, et donc le travail des psychologues en crèche, hein, c'était les premiers, je pense que c'était dans les premiers psychologues des années 60-70, dans ce département et à la ville de Paris, qui finalement sont venus chercher aussi des artistes, et des musiciens particulièrement, parce que la musique, évidemment, on apprend. L'humain parle, donc la sphère audiophonologique, comme on dit, elle est centrale dans les relations humaines. Donc elle est évidemment le tronc commun du langage parlé, symbolique, et de la musique. Et donc c'est les psychologues qui, au fond, pour réouvrir les crèches vers le monde extérieur, sont allés chercher j'aime pas le mot médiation, de la vitalité culturelle du côté de cette gratuité qu'on peut relier à l'art. Et très vite, il y a eu des demandes aussi dans les cités de Seine-Saint-Denis par rapport au service PMI, avec Jacqueline de Chambrin, une grande figure, je ne peux pas ne pas la nommer, et qui a laissé se faire toute cette ouverture dans le département à la fin des années 70, sur justement la vitalité des populations issues d'autres cultures qui étaient là et qui finalement avaient du mal à venir pour des soins, des rapports au corps qui étaient justement différents par rapport à leur culture. Et Madame de Chambrin a su aussi justement autour des repas, autour du livre. Alors là, c'est les pédopsychiatres de l'association Accès, hein, puisque c'est la même époque tout ça, la fin des années 70, début des années 80, dans le champ social où à travers les problèmes d'immigration souvent vus comme des problèmes, au contraire, regardés comme partie prenante de ce monde en mouvement et de cette vitalité, la vie vivante. Hein, moi je dis souvent la vie vivante de la culture et la vie vivante de la nature. Vous voyez, ça se rejoint. Il y a quelque chose à réinventer dans le rapport à la vie vivante de la nature qui n'est pas seulement une nature à exploiter, marchandiser, objectiver, mais qui est un rapport à notre propre vie. On fait partie de cette vie vivante de la nature et on est des humains porteurs d'une vie d'humains vivante, des langages, de la culture. Et que finalement, vos deux interventions reparlent de ça, de l'histoire de... C'est Françoise Dolto, hein, c'est aussi tout son travail, mais c'est pas que elle. C'est Sylvia Giampino aussi qui était psychologue en Seine-Saint-Denis dans ces années-là, hein, dans ce pôle des psychologues à cet endroit-là. Je parle de Seine-Saint-Denis parce que j'y étais, puis c'est un endroit particulièrement vivant, mais c'est évident que ça a irrigué dans d'autres endroits. C'est une histoire collective. Là, c'est pas seulement une sorte de bonne idée qu'on a eue et puis voilà, on fait renaître quelque chose, rien du tout. C'est un problème de société, hein, vraiment. Merci beaucoup Marc. Je crois qu'on a une autre réaction. Abril Padilla, directrice du CFMI de Célestat. Bonjour à tous. De te un présenter. grand merci pour ce colloque. Je suis directrice du CFMI, compositrice. Je suis musicienne intervenante, 10e promo d'Orsay. Donc j'ai eu le plaisir de vous avoir, Marc, comme formateur dans les années 90. Je voulais juste, donc j'ai une participation demain, je ne vais pas la redoubler. Vous avez évoqué plusieurs fois le métier de musicien intervenant. Donc voilà, je crois qu'il est au cœur de beaucoup de réflexions, mais j'avais juste à passer un message en profitant de la présence de deux ministères.
c'est que le métier souffre aussi, un peu comme les infirmières, les sages-femmes, les petites mains qu'on parle. Je crois qu'il y a un essoufflement, donc on a vraiment un décalage qui est très important et pour moi inquiétant, d'autant plus au Grand Est, entre la demande et notamment ce qui va arriver à partir de septembre 2021, donc je viens apprendre quelque chose qui est obligatoire et qui va être vraiment avec un élan nouveau. Donc je vois bien les demandes en termes de professionnels, de musiciens intervenants, et particulièrement comme on essaye de le développer au CFMI Célestat, le pôle Petite Enfance, avec Mélanie Rougeau qui va parler demain, et qui participe à plein d'autres projets avec Marjorie Bourget-Signé, Lisa Renard et d'autres artistes. Mais en fait, il y a très peu de jeunes qui s'engagent dans ce métier. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense qu'il y a eu un baby boom du musicien intervenant. Quand j'étais moi-même, j'ai postulé au CFMI d'Orsay, on était 120 et ils ont retenu une vingtaine. Aujourd'hui, le même CFMI en région parisienne, il en a 30 et retient 20. Donc c'est pour parler au-delà du Grand Est. Donc il y a cette crise et il y avait une statistique autour des années 2000. Un musicien intervenant, au bout de 5 ans, soit il s'essouffle, il dévie, il va bifurquer sur d'autres métiers, soit il reste et là, voilà, il s'engage, etc. Mais disons que les conditions de travail ne sont pas toujours très très faciles. Il faut avoir une mobilité, il y a le milieu rural, il y a de moins en moins des étudiants avec des voitures. Enfin, bon, on ne va pas rester ici sur les détails, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec une jeunesse qui a du mal à financer aussi sa formation? C'est 2 ans de lundi à vendredi à temps plein, avec un engagement très fort sur des stages terrain tout de suite. Voilà, comment on va nourrir des professionnels pour atteindre ces expectatives et ces projets merveilleux qui viennent avec une jeunesse qui a besoin de aussi valoriser leur engagement, en fait. Merci. Merci Avril. Je ne sais pas si Aurélie, oui, si vous voulez répondre. Oui, non, je connais très bien la question des CFMI et j'ai rencontré du coup vos représentants, enfin en tout cas très, très récemment. Donc c'est vrai que c'est une question qui nous porte beaucoup et qui est vraie aussi sur l'ensemble des disciplines aujourd'hui. Et puis c'est à un moment donné comment dans l'enseignement supérieur culture aujourd'hui on offre la possibilité de cette rencontre aux étudiants en formation de dire voilà, est-ce qu'on peut vivre un moment, qu'est-ce que la transmission, qu'est-ce qu'être intervenant aussi. Et ça, voilà, je pense que c'est des axes qu'on va de plus en plus travailler aussi, nous, au ministère, dans cette sensibilisation des artistes à l'intervention et à la formation, en tout cas, des musiciens intervenants notamment, mais il y a aussi d'autres formations qui existent dans le secteur des arts visuels, par exemple. Donc voilà. Donc je connais bien la problématique et je pense qu'en effet, on a encore beaucoup de choses à apporter en ce sens. Oui. Peut-être une dernière réaction avant de pouvoir juste sur ce sujet, je pense qu'il est important aussi de penser à la sensibilisation dès la formation initiale. C'est ce stage de ce dont je parle. Quand je parle de l'enseignement supérieur culture, c'est la formation initiale. Mais dès l'enseignement artistique initial, en conservatoire, sur l'utilité de la pratique et de ce qu'elle peut apporter dans la vie de quelqu'un, et pas seulement pour un futur professionnel de la musique. Et là, il y a pour l'instant un grand vide en termes de référentiel. Je voulais juste en profiter aussi pour signaler un très beau bouquin qui vient de paraître, Comment la culture vient aux enfants, repenser la médiation. C'est une publication de ma collègue. C'est vraiment très intéressant à lire. Je crois qu'il est, si je ne dis pas de bêtises, Faustine, il sera présent sur l'espace ressources proposé par la bouquinette tout à l'heure. Alors j'avais dit que c'était la dernière, mais je vois une petite main qui n'ose pas se lever, mais qui aimerait bien intervenir. On vous laisse la parole et puis on ira faire la pause peu de temps après. Merci, la petite main est bien là et prend la parole. Bivi Jalma, j'écris et je fais écrire. C'est mon métier depuis peu. Et avant, j'étais dans le travail social, protection de l'enfance en danger. Alors, j'ai été très inspirée par le plaidoyer de Marc Caillat, qui est pour moi un plaidoyer, et une suggestion davantage qu'un témoignage.
certainement parce que Monsieur Caillat a un air de Bernard Pivot, selon moi. Alors ma suggestion est la suivante. Quand un enfant arrive au monde, il ne voit pas. Il distingue des formes, mais il ne voit pas. Par contre, il entend. Il entend des sons. Et c'est comme ça qu'il arrive au monde, l'enfant, en entendant des sons, en percevant dans son corps et des sons. Et ma suggestion serait, soit sous forme de colloque, soit sous forme de formation, la question de la musicalité du langage, la musique des mots, les ponts qu'il y a entre les mots et la musique, et ils sont nombreux. Donc je me prends à rêver à un prochain colloque, à d'autres formations concernant la musique et la musicalité des mots. Je vous remercie. Merci pour cette belle idée. En tout cas, du côté de Cadence, on la garde et on la prend. On organise alors des colloques, mais on organise aussi des rendez-vous de la petite enfance réguliers où on aime bien justement ouvrir un sujet. Celui-là pourrait tout à fait faire l'objet d'un rendez-vous de la petite enfance. C'est bien noté de notre côté. On vous propose de vous restaurer, de prendre un petit café, un verre d'eau, une petite pause. On va légèrement décaler la pause. On va se donner rendez-vous un tout petit peu avant 11h30. On se donne un petit quart d'heure et comme ça, on se retrouve à 11h30 avec le département de la Côte d'Or ainsi que la DRAC Bourgogne-Franche-Comté. À tout à l'heure. Merci à vous quatre en tout cas, un grand merci à vous.